Et si on parlait de ce qui se passe dans la tête des entrepreneurs, en laissant de côté les posts LinkedIn qui se veulent inspirants? Dans le podcast En Off, produit par Shine, le compte qui libère le potentiel des pros, des entrepreneurs reviennent sur leur parcours et leur rapport à la santé mentale au travail. Sans tabou. Charlotte, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Tu es la cofondatrice de Cellency, la plateforme qui dépoussière la brocante et la seconde main. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour en apprendre plus sur ton quotidien d'entrepreneuse. Alors pour commencer, tu as cofondé Cellency il y a 8 ans maintenant. Qu'est-ce qui t'a poussée à te lancer dans une aventure entrepreneuriale ? Ce qui m'a poussée, je dirais, c'est vraiment ma passion pour le secteur, plus que des velléités à devenir entrepreneur depuis toujours. Je n'avais pas forcément ça en tête, mais j'étais passionnée de déco, plus particulièrement de brocante, et je chinais pas mal. Et je me suis dit qu'il y avait sans doute quelque chose à faire pour transformer les usages, leur rendre en tout cas la pratique un peu plus agréable, un peu plus inspirante, que de devoir se lever à 5h du matin le dimanche pour aller dénicher la bonne pièce au bon prix, etc. Donc voilà, c'est vraiment parti d'un besoin personnel, et c'est de ce besoin que je suis arrivée vers l'entrepreneuriat. Et alors, quel état d'esprit tu dirais qu'il faut avoir quand tu montes une entreprise ? Je pense que, bon, déjà, la première chose, c'est un peu un état d'esprit très ouvert. En tout cas, être dans un mindset d'ouverture au maximum. J'entends beaucoup d'entrepreneurs qui ont, alors peut-être moins aujourd'hui, mais qui peuvent avoir un peu peur de partager leurs idées, de peur de se les faire voler, etc. Au contraire, je pense que la première chose, c'est vouloir vraiment partager, ouvrir, pour récolter un maximum d'avis, en fait, du marché que l'on adresse, de ses potentiels clients. Donc ça, c'est, je pense, le premier point très important. Et ensuite, être ouvert justement aussi à, je dirais, à faire évoluer son idée en ce sens, parce qu'en fait, on n'est pas forcément, on a plein de biais. On a sans doute des bonnes idées, des bonnes intuitions, mais pas toujours vérifiées, en tout cas sur lesquelles il n'y a pas toujours un fort potentiel. Donc, il faut être aussi assez agile pour, dès la partie conceptualisation, conception en tout cas de l'idée, être capable de se faire challenger. Je pense que la deuxième qualité, au-delà de l'ouverture, c'est la détermination. Il faut prendre avec un peu de pincette ce que je viens de dire, c'est-à-dire, oui, être capable de se faire challenger, mais s'accrocher, être quand même fidèle à ses idées, à ce qu'on ressent dans le fond. Si on a des convictions très fortes, il faut les pousser loin, parce qu'en fait, on va avoir a priori plutôt plus d'objections que de validations. Donc, il va falloir aussi être capable de les affronter, de les confronter, de défendre ses idées, etc. Donc, en ça, il faut aussi être capable d'être déterminé. Je pense que le mélange des deux devrait faire un bon mélange pour amorcer une aventure entrepreneuriale. Et est-ce que c'est compliqué de trouver les premières personnes avec lesquelles tu vas vraiment monter ta boîte, les premiers recrutements? Comment ça se passe? Je trouve que le recrutement, c'est pas ce qui m'a paru le plus difficile. On arrive relativement bien à motiver des jeunes. En fait, moi, à ce moment-là aussi, j'avais 25 ans, donc je cherchais aussi des profils jeunes, sortis d'école, qui avaient envie de se lancer dans une aventure entrepreneuriale sans emporter forcément les risques, etc. En tout cas, avec un salaire assuré en face et tout ça. J'ai trouvé que c'était relativement facile de trouver des profils salariés. En revanche, ce qui est plus compliqué, c'est de trouver des associés, des gens qui vont aussi porter le risque, s'associer à une idée, s'associer à une vision, et avec lesquels il va falloir modeler aussi une vision commune, etc. Ça, je trouvais que c'était plus compliqué. Tu as cofondé Cellency avec Maxime Bruce, qui est aujourd'hui ton mari. Est-ce que c'est plus dur de gérer une entreprise en couple, ou au contraire, est-ce que ça facilite les choses ? Bon, alors, j'ai pas beaucoup de recul pour dire que c'est plus facile ou moins facile, puisque je n'ai jamais entrepris autrement qu'en couple. Et en fait, ça s'est fait de manière super naturelle. Ça a été hyper fluide dès le départ. Je pense que les gros atouts, c'est qu'en fait, on avait validé des valeurs communes, une vision commune. Et ce qui nous restait à valider, c'était la complémentarité business, en fait. Et donc, ça s'est avéré assez vite. Et donc, c'était un gros match. Donc, je dirais qu'en conclusion, aujourd'hui, mon ressenti, c'est qu'entreprendre en couple, quand il y a ce triple alignement, qui est du coup plus facile à trouver qu'avec une personne externe, ça permet d'aller plus vite sur des business parce que ça rend plus rapide la communication. Ça évite, je pense qu'il y a moins de potentiel non dit que dans une relation autre. Je pense que c'est plus ancré, la relation elle est vraiment authentique, quoi. Ouais, vous êtes plus direct, j'imagine aussi. Carrément, beaucoup plus cash. Donc, alors avec beaucoup plus cash parfois, et ça manque peut-être un peu de forme. J'ai le souvenir de début où il fallait qu'on adapte la relation au schéma professionnel, mais globalement, je pense que c'est un vrai accélérateur. Quelle place, toi, est-ce que tu accordes à la santé mentale, pour toi, mais aussi pour tes équipes
on a traversé quand même des périodes pas faciles, surtout pour les petites boîtes. Quelles actions est-ce que tu mets en place dans ton quotidien et aussi en termes de management pour accompagner ton équipe ? On a mis en place pas mal de choses. Je dirais que déjà, à titre personnel, donc sachant qu'on est aussi associés en couple, le vrai risque, c'est justement que l'entrepreneuriat prenne une place trop forte dans nos vies, parce que c'était notre premier projet, en fait, à deux. C'était ce projet business. Et donc, il a tout de suite pris une place très forte. Et il a fallu équilibrer les choses. Donc, les équilibres se sont faits de manière un peu naturelle. On s'est mariés, on a eu des enfants qui ont pris, du coup, une place plus forte aussi dans nos vies. On a eu d'autres projets qui sont nés dans le temps, etc. Donc, je pense que on a donné une place plus forte au perso naturellement. Et je pense que très vite, ce que l'on s'est imposé, c'est d'avoir un rythme de travail normal. Je dirais un rythme, en tout cas sur le plan horaire, parce qu'au début, ça ressemblait à pas grand-chose. Mais on a voulu avoir un rythme assez sain, où en fait, le soir, on peut rentrer, profiter de nos enfants. Le week-end, on ne travaille pas, sauf s'il y a une urgence. Donc, on est toujours un peu connecté, on est alerte, je dirais, mais on n'est pas actif. Donc, ça a changé beaucoup de choses. Déjà, et ça nous a offert un vrai confort au quotidien et des vraies respirations. Et je pense que ces respirations, elles sont essentielles. Donc là, je parle en l'occurrence de notre vie de famille, mais c'est vrai pour beaucoup de choses. On est tous les deux assez sportifs, donc on se donne pas mal de temps pour faire du sport. Et on sent que le sport est un élément, pour nous en tout cas, essentiel pour notre santé mentale. Et après, à réussir à rechallenger aussi ces équilibres régulièrement. Donc, on a l'habitude de se faire des points à deux, je dirais presque une fois par an. On se dit, OK, c'est quoi les trucs qui sont importants pour nous ? C'est quoi, là, dans l'année, les choses qu'on a envie de faire et pas du tout business. Je parle vraiment que un peu de notre bucket list, quoi. Donc, on se fait un peu nos listes d'envie et on se les partage. Et en fait, ça nous permet de nous donner une ligne de conduite sur les choses qu'on a envie de réaliser dans l'année et donc pour lesquelles on va devoir se dégager du temps. Donc, c'est un peu un exercice aussi derrière d'organisation parce qu'il faut pouvoir s'organiser à deux, avec avec les autres aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, on se donne du temps pour nous, individuellement, et ça, c'est important. Dans le cadre pour l'équipe, qu'est-ce qu'on a mis en place pour la team ? Bon, la première chose, c'est qu'évidemment, ce qui nous a beaucoup challengé au départ, on n'était pas du tout une boîte remote friendly. On était très présentiel jusqu'au confinement successif, qui nous ont pas mal questionnés, qui nous ont pas mal challengés. On a revu notre organisation. Aujourd'hui, on permet à nos salariés de réaliser jusqu'à 50% de leur temps en télétravail, avec des jours qui sont imposés, mais pour être sûr de pouvoir avoir des temps en équipe aussi, etc. Donc je pense que ça, c'est un premier élément de confort, en tout cas de souplesse, et qu'on sent très positif pour les équipes. On a aussi construit une culture de boîte qui permet d'être pas uniquement pas à 100% en tout cas dans un cadre purement professionnel, mais aussi d'avoir du temps off et du temps de qualité pour créer des relations qui sont authentiques, qui sont sincères et qui vont au-delà du cadre pro. Et ça, je pense que ça, au départ, on l'a porté forcément pas mal à deux avec Max, et aujourd'hui, c'est vraiment porté par l'équipe. Donc, on partage des moments de qualité tous ensemble en dehors du travail. Et je pense que ça contribue aussi à des équilibres, à la santé mentale, pour se dire, OK, en fait, je suis là parce que je fais partie d'un tout, d'un collectif, d'un projet, et je partage d'autres choses que juste des projets purement pro. Et est-ce que tu dirais que tu mènes une vie équilibrée aujourd'hui ? Carrément. Franchement, je pense que j'ai vraiment... En tout cas, moi, je me sens sur un super équilibre. Après, cet équilibre nécessite, et il faut vraiment le rechallenger, le rediscuter régulièrement. Mais en ce moment, je peux affirmer que oui, j'ai une vie très équilibrée. Et alors, tu nous parlais de famille, de sport. Est-ce que tu as d'autres rituels, d'autres habitudes qui te permettent vraiment de repartir du bon pied après un échec, ou alors juste de te mettre dans un bon mood pour la semaine qui arrive ? Je pense que
Naturellement, j'ai la chance de prendre beaucoup de recul par rapport au business et par rapport au pro. Donc, Celency ne m'a jamais empêché de dormir, je dois dire. Et ça, c'est quand même une grande chance. Parfois, je suis préoccupée. Les plus grandes préoccupations, elles sont liées à des sujets RH. Mais en fait, l'expérience m'a montré qu'il y a toujours des solutions à tout. Donc, en fait, parfois, il faut les mettre en place très rapidement. Et donc, le stress, c'est plutôt le temps que l'on a, dont on dispose pour pouvoir mettre en place des choses. Mais en réalité, trouver des solutions, j'ai pas peur qu'on en trouve, quoi. C'est juste, est-ce qu'on va les trouver dans le temps imparti? Donc après, c'est plutôt une des pressions organisationnelles. Mais en tout cas, j'ai déjà la conviction qu'il y aura des solutions pour tout. Première bonne chose. Et après, qu'est-ce que je mets en place réellement? Je sais qu'on prend régulièrement le pouls des équipes, on suit les projets d'assez près. Moi, j'aurais du mal à me détacher totalement de ce qui se passe à l'intérieur des équipes. Donc, je suis quand même assez engagée dans le business encore aujourd'hui. Et j'en ai besoin pour être sûre d'être un peu en maîtrise et de comprendre ce qui se passe. Dans le perso, je pense que c'est du temps avec mes proches, donc que ce soit ma famille, mes enfants ou mes potes. Ça, c'est assez important parce que c'est des moments où... Alors avec les enfants, déjà, c'est très... Pour le coup, on est dans du pragmatisme absolu. Et donc, le jeu, etc., c'est vraiment un moment, pour le coup, où on lâche prise totale. Et après, les échanges avec les amis et tout ça, c'est assez riche aussi pour s'évader. Et je pense que la nature, nous, aujourd'hui, pour parler de revenir sur la question d'avant aussi, des équilibres, on a mis en place cette année, on passe 10 jours par mois dans le sud-ouest. Donc, on a un rythme de remote qui est assez confortable. Nos enfants n'étant pas encore scolarisés, on peut se permettre d'avoir 2 week-ends plus une semaine au milieu, où on est dans le sud-ouest, en pleine nature. Et donc là, c'est un peu notre bouffée d'oxygène. Donc, je dois dire que ça nous aide aussi à prendre un peu de hauteur, de recul, un temps calme. En termes d'équilibre, c'est juste dingue parce que c'est un moment où, en fait, on est assez isolé là-bas. Et du coup, ce moment d'isolement nous permet de réapprécier la dynamique parisienne, l'énergie qu'on trouve ici, etc. Et donc ça, c'est vraiment notre... je pense que c'est un bon équilibre, ces deux-là. Demain, si tu avais la possibilité de faire un bond 10 ans en arrière et de donner un conseil à la personne que tu étais il y a 10 ans, au moment de lancer Celency, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je pense qu'il y a des moments où j'ai un peu, parce que je ne maîtrisais pas les sujets ou parce que j'avais l'impression qu'ils étaient trop compliqués, trop éloignés de ce que je pouvais maîtriser, je les questionnais pas assez. Je me disais, c'est normal que je comprenne pas. Et du coup, ça m'a empêché d'avoir un esprit critique et d'identifier parfois des problèmes. Je pense par exemple, pour parler de manière très concrète, à la tech. On est une boîte tech. Moi, j'ai pas un profil tech, Maxime non plus. Et on a rencontré du coup pas mal d'écueils à cause de cela. Alors, c'est pas parce que je n'aurais pas enlevé la confiance que j'ai donnée envers les personnes, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est par contre plus questionner, plus me rapprocher et essayer de me dire, ok, si je ne comprends pas et si on n'est pas capable de m'expliquer ce que l'on fait, c'est qu'a priori, il n'y a pas une bonne maîtrise. Je suis assez convaincue, pour le coup, la communication, ça doit être maîtrisé par tous les corps de métier et qu'on doit tous être capables d'expliquer clairement ce que l'on fait, les projets sur lesquels on travaille, nos objectifs, etc. Et je pense que ça, là-dessus, j'ai pas été suffisamment ferme parce que c'était sans doute un manque de confiance en moi et en mes compétences. Donc je me disais, en fait, comme je maîtrise pas, c'est normal que je comprenne pas, etc. Ça, à refaire, j'aurais beaucoup plus questionné, j'aurais beaucoup plus interrogé et challengé. Puis le deuxième point, mais je pense que je l'étais déjà, mais je me dis peut-être qu'on aurait pu être un peu plus, encore plus audacieux parfois, prendre un peu plus de risques, même si après... Voilà, je ne sais pas comment l'aventure serait aujourd'hui si on avait été vraiment si on avait pris plus de risques. Je ne sais pas ce que ça aurait donné. Mais je trouve que ça fait partie de l'aventure entrepreneuriale, donc il faut savoir oser, aller un peu loin dans ses idées, aller jusqu'au bout. Voilà. Là, on a pris des risques qui étaient toujours très mesurés, et je trouve que du coup, on le voit, on a une boîte qui aujourd'hui est très mesurée, une croissance qui est mesurée, un bilan après 8 ans qui est bon, mais peut-être qu'on aurait pu aller plus vite parfois. Quelles sont les réussites et les échecs aussi qui t'ont le plus transformé ? Je pense que ça donne confiance. Les réussites donnent confiance, clairement, parce qu'on a l'impression... évidemment, on porte la responsabilité
à la fin, en tout cas aujourd'hui, comme le bilan est plutôt positif, je pense que ça m'a plutôt donné confiance que fait perdre confiance en moi. Disons que je pense que ça m'a confortée dans le fait que la communication et la façon de communiquer avec les gens, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et je pense qu'il y a aller au cœur de l'entrepreneuriat. Il faut savoir partager sa vision, il faut savoir embarquer des équipes, il faut savoir embarquer des clients, des partenaires, etc. Donc je pense que c'est savoir bien communiquer en transparence. Et donc ça m'a confortée dans le fait que ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, qu'à la base, je savais un brin faire, on va dire, de manière intuitive, mais en fait que j'ai vraiment confirmé et qui me plaît vraiment. Donc je crois que les réussites m'ont confortée dans le fait que j'étais là où j'avais envie d'être aussi. Et donc je pense que ça, c'est quand même assez important. Je me sens un peu plus ancrée. Et après, les échecs, je pense que dans les difficultés qu'on a rencontrées, ça aide à prendre aussi pas mal de recul. Parce que, comme je le disais, je suis convaincue qu'il y a des solutions à tout, que déjà que rien n'est grave. En tout cas, ce qui est lié au business n'est pas grave. Et tout nous fait grandir. Donc, je crois que ça m'a aidé à beaucoup relativiser et à prendre les choses moins à cœur. Je suis quand même quelqu'un de très sensible et de très spontané, etc. Et je pense que les erreurs m'ont aidé, alors non pas à perdre ma spontanéité, mais en tout cas ma sensibilité, mon extra-sensibilité, à être un peu plus posée, en fait, à gagner en maturité, quoi, tout simplement. Mais peut-être que finalement, ce cheminement, je l'aurais eu aussi en étant salarié dans une boîte. Je ne suis pas sûre que ce soit lié à l'entrepreneuriat, mais c'est plutôt lié, effectivement, au fait de rencontrer des succès et des échecs dans la vie professionnelle. D'ailleurs, sur cette notion d'échec, est-ce que toi, ta position sur ce qu'est un échec a évolué au fil des années ? J'ai déjà envie de dire que ce qu'on a démontré jusque-là montre que y avait un potentiel. Même si demain la boîte échouait, on aura déjà fait un chemin en phase avec les ambitions qu'on défendait aux prémices de Celency. Donc voilà, et puis après les échecs, c'est surtout des échecs humains. Et je pense que ça, pour le coup, j'avais pas forcément conscience qu'ils existaient. Les échecs de rencontres, les déceptions, En fait, je me rendais pas du tout compte de ce que ça représentait le HR, quoi. Et ça, j'ai vraiment vite compris que les échecs, ils étaient surtout là-dedans, qu'on pouvait que apprendre, que personne ne pouvait faire des recrutements, avoir assuré, en tout cas des potentiels et des profils parfaits, des profils ultra compétents qui fitent surtout sur les valeurs, avec qui ça va matcher, avec qui l'aventure va être impeccable, etc. Non, c'est des relations humaines. Donc, par définition, il y a des échecs dans les relations. Et c'est pas forcément des échecs, c'est juste qu'il y a des désalignements, je dirais. Je pensais pas le vivre comme ça il y a 8 ans et j'ai trouvé que c'était douloureux dans l'aventure. Et pour rester sur les ressources humaines, est-ce que ça veut dire que ce que tu as appris au fur et à mesure de l'aventure t'a incité aujourd'hui à prendre plus de recul avec les gens que vous recrutez, à être peut-être moins engagé, moins empathique? Enfin, je sais pas, mais est-ce que du coup tu gères ton équipe différemment? Oui, complètement. J'ai le souvenir des premières années où la première équipe que l'on avait, c'était un peu comme une famille. Donc quand il y a eu les premiers départs, ça m'a touchée, je l'ai pris en plein cœur, quoi. Et je le prenais comme un échec parce que je me suis dit, mais mince, j'ai pas réussi à fidéliser cette personne qui est restée 3 ans, 4 ans dans la boîte et qui part pour de nouvelles aventures, mais qu'est-ce que j'ai fait, tout ça. En fait, c'est pas du tout un échec, quoi. Enfin, je veux dire, c'est normal. Donc, c'est juste que j'étais beaucoup trop sensible et j'avais du mal à gérer ces moments-là. Et ça, aujourd'hui, ça m'arrive. Enfin, je veux dire, ça m'arrive plus du tout. Et pourtant, je ne me suis pas. Mon challenge, c'était de me dire comment je vais faire pour garder l'attachement et garder la sincérité de la relation, l'envie de continuer avec les gens, sans et perdre pour le coup le côté trop qui me nuit, qui est l'extrême sensibilité au moment du départ d'une personne pour X ou Y raison. Mais en fait, ça se fait bien. Ça se fait, je dirais même assez naturellement. Parce qu'on a aussi cette culture forte d'entreprise, du coup, on a conservé des relations qui sont très engagées avec les personnes. Néanmoins, je ne peux pas dire que ce soit des relations d'amitié et je ne partage pas les mêmes choses qu'avec des amis, quoi. C'est sûr, il y a une distance qu'on doit s'imposer. Et je pense que je me suis aussi imposée en découvrant que c'était nécessaire. Donc ça n'enlève en rien la sincérité de la relation, mais ce n'est pas une relation d'amitié, ce n'est pas une relation familiale. Enfin, voilà, j'ai mis un peu plus de distance qui est plus saine pour appréhender toutes les étapes de la relation pro.
Ouais, donc tu t'empêches quand même, c'est ce que tu dis, c'est que finalement c'est un effort. Ouais, c'est un effort parce que naturellement j'ai tendance à... Je suis beaucoup dans le partage, comme je disais, je suis quelqu'un de très spontané, etc. Donc je pense que je me suis un petit peu... oui, je me suis donné quand même un peu un cadre, je me suis limitée. J'ai compris que je pouvais pas tout partager, que je pouvais pas partager mes doutes. Pendant un temps, j'ai cru que je pouvais même pas partager mes faiblesses. J'en suis revenue au contraire. Aujourd'hui, je les assume bien volontiers. Mais en tout cas, les doutes, les incertitudes, les moments un peu de fragilité, etc., ça, c'est pour moi. Sinon, je déstabilise beaucoup trop l'équipe, je déstabilise du coup la relation et c'est pas bon. Donc, je suis obligée de ne partager qu'une partie de moi. Cette partie, elle reste tout à fait vraie, mais c'est qu'une partie. Et l'autre partie, du coup? Elle est réservée plutôt à la sphère perso. Et ça me coûte... En fait, il y a des moments où on a envie de râler. La plus grosse difficulté, c'est qu'on sait qu'on est un vrai moteur pour les équipes, qu'on a besoin d'être du coup énergisant chaque jour, de donner le change, quoi, d'être vraiment là pour embarquer, pour donner l'énergie, pour donner la vision, pour donner du smile, etc. Et en fait, il y a juste des moments où mais j'en peux plus, moi. Enfin, j'ai envie de me reposer sur vous. Donc, de temps en temps, on le fait et voilà, mais on le fait sans le dire. Et c'est pas du tout assumé. Mais je peux pas dire, juste, les gars, j'en peux plus, là, je suis pas bien en ce moment. Ça, c'est pas possible, quoi. Et évidemment qu'il y a des phases où, comme tout le monde, comme tout être humain, il y a des moments où ça va moins bien. Donc là, aujourd'hui, il y a des managers qui prennent le relais, qui sont là pour insuffler aussi la vision, l'énergie, etc. Et du coup, c'est formidable. Et alors, on associe souvent entrepreneuriat et performance. Et il y a un peu une course effrénée à donner toujours plus, qui a même pendant très longtemps été un peu le maître étalon de la réussite. Que t'évoque, toi, cette notion de performance? Quel rapport est-ce que tu entretiens avec ce sujet? Moi, la performance, en tout cas, elle ne m'évoque pas autant que tout à l'heure, quand je parlais d'échecs. Évidemment que j'ai à cœur de réussir le projet sur le plan... financier et en partie pour les personnes qui ont fait confiance dans ce business, qui ont rejoint le business, etc. En revanche, la réussite, pour moi, elle ne sera pas que financière et c'est pas du tout c'est pas mon driver au quotidien. Je parlais de mission tout à l'heure et je pense que pour moi, se rapprocher de cette mission, en être fidèle et créer de la valeur visible, mesurable d'ailleurs sur la mission, c'est un vrai sujet. Donc, je le rappelle, pour nous, c'est démocratiser l'unique, l'authentique, le durable. Et ces 3 piliers, c'est vraiment des piliers super forts. L'authenticité, c'est une valeur qui, à titre perso, me parle beaucoup parce qu'en fait, je trouve que c'est un peu sans doute, ça prend un peu le contre-pied de la société dans laquelle on évolue en ce moment, mais je pense que c'est aller chercher effectivement le vrai dans les relations, dans ce qui nous entoure, dans nos organisations, évidemment dans nos décos et dans les objets avec lesquels on vit. Donc l'authenticité, c'est assez clé. La singularité pour qu'on ose être nous-mêmes. Le côté durable, on en a fait un peu un vrai combat, je dirais, en tout cas sans être des écolos ultra engagés. Enfin, engagés, si, je pense qu'on peut dire quand même qu'on est engagés. Et je pense que les sujets environnementaux, on s'est éveillés à ça avec l'entreprise. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Et pour moi, la réussite, elle sera si on a prouvé qu'on a créé de la valeur aussi pour notre planète, en tout cas pour préserver les ressources de notre planète en favorisant du coup les achats de seconde main. Et démocratisation, c'est aussi pourquoi on veut démocratiser, c'est parler au plus grand nombre. Donc cette mission, elle est évidemment liée aussi au business, c'est-à-dire que plus on va grossir et plus le business va grandir, plus on va se rapprocher de notre mission, parce que pour faire du volume, il faut toucher le plus grand nombre, et donc en touchant le plus grand nombre, on se rapproche de cet enjeu. Donc voilà, du coup, il y a la mission, il y a le financier, et puis il y a toute la partie RH, dont on vient beaucoup de parler, mais je pense que moi, ce qui me rend pleinement, en tout cas, heureuse et ce qui m'énergise au quotidien, c'est d'avoir des équipes qui sont engagées et heureuses de venir travailler pour ce projet, de venir travailler auprès de cette équipe. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut être plus gratifiant, en vrai, que ça au quotidien, quoi. Et donc, pour toi, être performante, c'est vraiment réussir ces 3 piliers. Ouais, je dirais que c'est... Pour moi, oui, on sera performant si on se rapproche de ces 3 piliers. Évidemment, le premier, ça reste... la performance financière, elle est indiscutable. On est un business purement lucratif et assumé.
Et donc, on doit créer de la valeur financière. Mais ce qui est absolument génial, c'est quand la performance financière permet d'être encore plus performant sur les valeurs que l'on défend et d'avoir une performance aussi RH. Je ne sais pas si on peut parler d'une performance RH, mais... On a oublié un autre grand buzzword de l'entrepreneuriat qui est la productivité. Est-ce que c'est une notion importante pour toi ? Est-ce que tu suis particulièrement les ayatollahs de la productivité sur LinkedIn et en librairie ou est-ce que tu trouves ça complètement naze ? Alors, c'est extrêmement important pour moi. Pour le coup, la productivité permet de construire aussi un développement sain parce que ça permet à chacun de se développer et de se développer plus vite. Ça permet d'obtenir de meilleures performances à moindre coût, donc d'être plus rentable, etc. Donc je pense que la productivité, c'est sain. Maintenant, tout le monde n'est pas sensible forcément à ça. Tout le monde ne recherche pas forcément ça. Et pour ma part, c'est intuitif, mais pour le coup, je me suis pas tellement... En fait, tout ça, ça m'intéresse, ça m'éveille, mais c'est pas là-dessus que je vais baser mon organisation et ce que je vais vouloir transmettre à l'équipe. En revanche, les sujets de productivité, clairement, c'est mon sujet. J'adore bosser sur l'optimisation des process. Donc oui, le sujet de productivité, c'est vraiment des sujets qui me parlent et des sujets sur lesquels je me bats au quotidien dans l'équipe. Pour aller chercher une meilleure productivité, la seule chose dont il faut se soucier, c'est est-ce que les objectifs sont clairs ? Est-ce que la personne est motivée et énergisée par ses objectifs ? Est-ce qu'elle est satisfaite, en fait ? Est-ce qu'elle se sent bien, quoi ? Si ces 3 cases-là sont cochées, après, à nous de lui donner les bons outils et de l'aider. Et derrière, il peut y avoir des écarts de productivité qui sont dingues, quoi. Et pour finir cet entretien, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une entrepreneuse ou un entrepreneur qui se lancerait aujourd'hui ? Je pense que le conseil que je donnerais, c'est quand même de foncer. Et je pense que c'est un peu plus d'audace. Quand on regarde les histoires entrepreneuriales inspirantes, celles qui ont vraiment changé le cours des choses aussi, qui ont créé de la valeur, c'est sans aucun doute des entrepreneurs qui ont su aller au bout de leurs idées et proposer des choses vraiment différenciantes, des choses qui étaient disruptives. Pas forcément innovantes, mais en tout cas disruptives dans la manière de les appréhender. Et je pense qu'il faut oser, il faut défendre ses objectifs et pas faire les choses en demi-teinte, ça donne que des demi-résultats. Et je pense que c'est vrai aussi dans la manière dont quand on embarque, pour embarquer des gens autour de soi dans un projet, il faut être archi convaincu. On a le droit parfois d'avoir des paroles qui ne sont pas forcément extrêmement ajustées, qui ne vont pas forcément résonner chez tout le monde, mais en tout cas en étant archi convaincu, en ayant une ligne de conduite ultra claire, c'est comme ça que l'on fédère. Donc je pense que ça c'est, je dirais, l'audace et aller au bout des choses en ayant une ligne directrice bien claire. Eh ben, merci beaucoup pour cette discussion, Charlotte. Merci à toi, Anaïs. Ce podcast vous a été présenté par Shine, le compte qui libère le potentiel des pros. Envie de découvrir plus de témoignages ? Écoutez les autres épisodes d'En Off. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à ajouter des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.